Alors, vous connaissez tous le sonnet de Trissotin dans Les Femmes savantes à la princesse Uranie, qui est nuit et jour en butte à une fièvre et qui traite cette fièvre et qui traite mal les gens qui la logent chez eux. Bon, eh bien, moi, ça n'est pas la fièvre, c'est une bactérie. Alors, toutes les sottises que je vais dire, vous aurez la gentillesse de les attribuer à la bactérie et non pas à une déficience prolongée ou progressive de mon esprit. Assez pour moi. Maintenant, j'essaie de vous présenter, quoiqu'il n'en ait nul besoin d'ailleurs, Pierre-Étienne Schmitt, mais ça se fait. Alors, comment ça se fait, ces choses tellement formelles et ennuyeuses? J'ai pensé à Heidegger. Comment Heidegger présentait-il, alors non pas un conférencier, mais ses cours, un cours sur Aristote. Ben, à ce temps-là, on disait la vie et l'œuvre. Alors, il disait, c'est le témoignage d'un de ses étudiants, euh, donc, Aristote est né en 382, je crois, à Stagir. Il est mort en Eubée en 322. Entre-temps, il a travaillé et maintenant, nous étudions son œuvre. Donc, je serai très, très court sur la vie de Pierre-Étienne Schmitt, qui est né en 1600, non pas 1680, en 1980 au Mans, qui a fait des études qui l'ont mené avec succès à l'agrégation, en partie, je crois, sous la direction de Jean-François Courtine, hein, Recherche doctorale, oui. si j'ai bien compris. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire justement? J'ai à dire si c'est que il a, comment dire, il a écrit des dizaines d'articles, enfin des dizaines, peut-être pas des dizaines, quelques dizaines d'articles, et je veux simplement, moi, retenir deux titres d'articles parce que nous aurons l'occasion d'y revenir la prochaine fois avec Entre, n'est-ce pas, et puis après avec Françoise Dastur et Kimura Bin. Alors, les deux articles que moi je retiens, c'est d'une part des entretiens avec Françoise Dastur, qui sont tous sauf un entretien people, hein. Il ne s'agit pas de dire qu'elle est née d'une famille pauvre à Lyon et que grâce à l'école de la République, elle a atteint l'agrégation. C'est pas ça du tout. Ce sont des questions d'un philosophe à une philosophe. Là, on a un texte qui me semble, dans le genre entretien, ressortir de la philosophie pure. Ça, je trouve ça intéressant et ça nous aidera par rapport au parcours de Françoise Assur vers Kimura Bin. Et l'autre texte, qui est vraiment un texte, une étude, qui n'est pas du tout un article simplement, qui est apparu comme les entretiens dans une revue qui s'appelle Le Philosophoire, c'est ça, et qui date maintenant d'il y a 20 ans. C'est un texte qui s'appelle L'amour en finitude, euh, la pensée de l'amour dans l'œuvre de Martin Heidegger. Et je pense que ceci aura des résonances et avec ce qu'il va dire aujourd'hui et avec les deux prochaines séances. Alors aujourd'hui, bien sûr, psychiatrie, bon, et philosophie, euh, ce qui est, quelle est la base simplement de son travail? La base de son travail, c'est les fameux séminaires de Zurich ou de Zolikon que Medarbos a édité. C'est-à-dire, ce n'est pas un livre de Heidegger, ce n'est pas un livre d'entretien, justement. Bon, c'est à partir de notes, de scénographie, tout un travail d'édition que Medarbos a fait et publié en 1989 et dont nous avons la traduction précieuse de Caroline Gros, parue en 2010. Alors, qu'est-ce que ce livre a de particulier? Je le dis en un mot et je laisse la parole au conférencier. Euh, c'est que il ne s'agit pas du tout, il faut le comprendre tout de suite, d'un type d'échange où M. Heidegger viendrait apprendre un petit peu ce qui se passe en psychiatrie et puis où les psychiatres viendraient un petit peu s'enseigner en philosophie. C'est le contraire de ça. Il vous expliquera tout à fait ça très bien. Ça peut se résumer en un mot quand même, qui est que le but d'Heidegger, c'était de rendre les médecins plus pensants. Voilà.
Bon, alors je pense qu'à partir de cela, je lui laisse la parole et il soutiendra son rôle mieux que moi. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier Eva Liévin, Vanessa Ardouin, Audrey Gosset et Julie Lecor qui coordonnent ce séminaire, ainsi que Jean-Jacques pour cette présentation et l'attention que tu portes à ma réflexion. Comme tu l'as dit, comme tu l'as présenté à l'instant, nous nous proposons aujourd'hui de tenir le dialogue entre psychiatrie et philosophie, à la faveur d'une rencontre, celle de Medard Boss, le psychiatre, et de Martin Heidegger, le philosophe. Laquelle rencontre a donné lieu à une profonde amitié et un intense dialogue. Dialogue qui s'est nourri d'une relation épistolaire, de riches entretiens, mais également d'un séminaire qui a duré 10 ans. Notre propos sera le suivant. Revenant d'abord sur l'amitié bienveillante qu'il y a à Medard Boss et Martin Heidegger, nous en considérerons la fécondité en revenant sur le volume intitulé Séminaire de Zurich, traduit de l'allemand par les soins de Caroline Gros, des séminaires, ce volume qui rassemble des entretiens, la correspondance entre les deux amis, mais également les textes des séances des séminaires auxquels participèrent des médecins et des jeunes psychiatres. Or, le séminaire, qu'est-ce qu'un séminaire? Le séminaire n'est pas une position d'énonciation, sans quoi il ne sème rien, mais impose un discours avec tout l'effet de son pouvoir. Séminaire, il ne peut y avoir que si le lieu et le moment du séminaire laissent la parole dialogique nous féconder et nous partager. Le séminaire est ce mouvement du partage de la parole. Certes, factuellement, c'est bien souvent Heidegger qui tenait parole, qui tenait la parole en partage. Toutefois, il n'y a pas de philosophie de Heidegger, mais un chemin, sans cesse repris. Il n'y a donc pas de doctrine, mais des phénomènes qui n'apparaissent que dans le être et parler ensemble. Ce sont bien eux qui nous reconduisent à nouveau à la leçon. Dès lors, et indépendamment de l'aspect formel, c'est bien le vieux philosophe qui parle au jeune psychiatre, certes. Nous aimerions tenter de montrer que pour Heidegger, comme pour Medard-Boss, comme pour quelques autres, il s'agit non pas d'une formation professionnelle, d'une rencontre culturelle, mais d'un moment singulier, une expérience vive, à la faveur de laquelle Heidegger lui-même a beaucoup appris, c'est-à-dire aussi et peut-être d'abord mesurer sa belle et grande ignorance. Dès lors, et là encore dans un geste qui entend demeurer fidèle à ce mouvement partagé, il ne s'agira pas pour nous ici d'établir des acquis, d'en extirper quelques bonnes ou mauvaises idées, mais de penser avec, dans l'urgence d'une pensée méditante. Afin de nous introduire au cœur de la rencontre entre Medard Bost et Martin Heidegger, et nous disposer à cette expérience dialogique qui n'engage pas exclusivement que ces deux individus, ouvrons à cette riche correspondance. Il s'agit de deux extraits de lettres d'anniversaire qui situent fort bien les enjeux et les difficultés d'une pensée de la présence humaine au cœur de notre époque. Commençons par une lettre à Medard Boss, datée du 2 octobre 1963 pour son 60e anniversaire. Heidegger souhaite alors à son ami psychiatre, je cite, et je vais insister sur certains termes, la force d'un travail fécond au sein d'une profession qui porte secours, le présent d'une méditation au sein de laquelle pourra croître l'œuvre en projet, une psychologie permettant aux médecins d'apprendre à penser autrement, ce qui les mènera à entretenir un rapport non défiguré à l'être humain et à son monde d'aujourd'hui. Une telle œuvre nécessite une longue préparation. Fin de citation de cette lettre du 2 octobre 1963. Il y aurait bien sûr à commenter patiemment ce fragment de correspondance, tant il témoigne de l'extrême attention que porte Heidegger au métier et à l'œuvre de Medard Bost. Cette attention veille, elle accorde le temps, elle invite à la patience, faute de laquelle la croissance de l'œuvre est entravée. Il ne s'agit pas de faire œuvre, mais de la laisser venir à temps, la laisser croître et ainsi peut-être
d'apprendre à penser autrement. Mais penser autrement n'est pas ce qui se fait volontairement. Elle est ce qui exige une méditation. Autrement dit, non la volonté de capter, de saisir la signification, mais d'accompagner le passage du sens, de tenir le partage de son espace. Ainsi, pourrions-nous nous laisser disposer à renouveler notre rapport à la présence humaine et au monde. Et cela ne se fait pas immédiatement. Cela exige une longue préparation. Nous y reviendrons, mais s'il fallait se demander ce qui se joue dans la rencontre et le dialogue entre Medardbos et Martin Heidegger, entre la psychiatrie et la philosophie, ce ne peut être d'abord que cette longue et patiente préparation. En chemin, toujours et encore à l'épreuve de notre finitude. Mais le chemin est toujours un frégage au cœur du monde, au cœur de ce monde, qui présente une configuration singulière. Et précisément, on ne peut désirer repenser la présence humaine sans considérer le site depuis lequel nous tentons une telle percée. Comme le remarque Heidegger dans son cours sur l'essence de la vérité, je cite, « Celui qui veut avoir commencé à philosopher doit avoir déposé cette pensée chimérique selon laquelle l'homme pourrait poser, et encore moins résoudre, un problème sans se tenir dans un site, ou comme on dit, sans être situé. » Fin de citation. Pour considérer et ainsi partager le sens et la richesse à l'œuvre dans ce dialogue, il nous faut tenter de le situer, c'est-à-dire aussi nous situer nous-mêmes, en mesurant comment il y va à chaque fois de notre présence, du partage de notre présence dans une telle aventure. Dans une lettre de l'amitié, selon l'expression de Medardbos, écrite pour le 80e anniversaire de Martin Heidegger, qui figure désormais dans la partie intitulée « Pour conclure » du volume des séminaires de Zurich, Medardbos écrit, je cite, « En délimitant les domaines de la nature et de la technique, à supposer que l'on aborde la thérapie avec assez d'ampleur, vous voilà de nouveau au cœur de l'art médical. En élucidant l'esprit technique, vous êtes aussi le fondateur d'une médecine efficacement préventive. La majorité écrasante de toutes les souffrances modernes ont tout en définitive leur origine dans un rapport du malade à la société industrielle moderne, mais un rapport qui s'établit d'une manière telle que n'y est pas respectée la véritable dignité humaine. La toute première condition pour qu'un tel comportement social pathogène puisse être corrigé, c'est que l'on soit capable de jeter un regard lucide au cœur de ce qui détermine cette société. Autrement dit, que l'on soit capable de penser ce qu'est vraiment la technique. Fin de citation. Le site depuis lequel nous pouvons tenter de comprendre cette rencontre, ça sera cette question même de la technique. Là encore, nous pourrions reprendre en détail ce fragment de correspondance. Notons que Medardbos souligne la question de l'ampleur de la considération même des enjeux thérapeutiques. Autrement dit, cette ampleur excède sans doute la visée et la vision immédiate d'une thérapeutique prise ou prisonnière de l'affairement du quotidien. Medardbos mesure bien qu'on ne peut aller au cœur de l'art médical sans resituer les présences, nos présences, au sein d'une configuration d'ensemble. Penser l'être malade, penser non pas l'individu et ou la subjectivité malade, mais la présence malade, exige que nous nous disposions patiemment à jeter un regard lucide au cœur de ce qui détermine cette société. Nous aurons précisément à y revenir, mais les séminaires de Zurich, comme la correspondance entre Boss et Heidegger, n'auront de cesse de revenir sur cette question de la technique. Question qui n'est pas anecdotique ou régionale. Bien plutôt, est-ce notre question qui exige un regard au cœur de ce qui est? On pourrait d'abord s'étonner de voir que la possibilité de l'articulation philosophie et psychiatrie tiennent à l'explicitation du phénomène de la technique. Qu'est-ce que la question de la technique peut-elle bien avoir avec la souffrance humaine? N'est-elle pas du reste à concevoir, non comme une question, mais comme se présentant telle qu'une solution? N'est-ce pas le progrès technique qui doit pouvoir remédier au mal des souffrances de la présence humaine? Comme le précise Heidegger dans son cours Qu'appelle-t-on penser, je cite,
l'essence de la technique pénètre et domine notre existence d'une façon que nous pressentons encore à peine. Fin de citation. Cette phrase n'est pas un énoncé factuel. Il ne s'agit pas de dire que la technique occupe beaucoup d'espace et de temps dans notre vie quotidienne, ou que nous faisions un grand usage. Se formule bien plutôt ici l'explicitation de notre rapport à ce qui est comme à nous-mêmes. Cela pénètre et domine notre mode d'être, notre manière de nous rapporter à ce qui est, à nous-mêmes, aux autres, aux choses, c'est-à-dire au monde. Il ne s'agit pas de penser et ainsi de peser le poids des objets techniques dans notre vie quotidienne, mais la manière dont l'essence de la technique détermine notre rapport à, notre présence à nous-mêmes et aux autres. De telle sorte que désormais, comme l'écrit encore Heidegger, je cite, la technique scientifique décide du mode et des possibilités du séjour de l'homme dans le monde. Fin de citation. L'homme ne fait pas seulement ou d'abord usage de la technique, mais technique est cette manière qui va déterminer le comportement de la présence humaine, c'est-à-dire la manière dont elle se porte avec ce qui est. La technique en question n'est pas quelque chose devant moi, mais cette manière d'arraisonner ce qui est en venant immédiatement se substituer au ménagement de l'être avec. De cette manière par où le monde est ce jeu de l'être avec nous-mêmes, les autres et les choses. Or, le questionnement en commun, partagé au cœur de la relation amicale épistolaire, mais aussi partagé dans le désir qui porte les séminaires de Zurich, est bien de penser ce qu'est vraiment la technique en y tenant le regard en ce qui est. La difficulté de la rencontre, comme de la tenue de ce dialogue, de notre dialogue, entre philosophie et psychiatrie, mais plus encore du dialogue comme lequel nous sommes, tient à la difficulté de ce regard au cœur de ce qui est. Or, un tel regard ne constitue pas un vague changement de perspective, mais un cheminement préparatoire vers une toute autre épreuve de la présence et peut-être une toute autre pratique thérapeutique. Cette épreuve de la présence est pleinement en question dans l'expérience de l'être malade. À présent, je vais montrer en quoi être malade est notre questionnement. La médecine soigne en traitant telle ou telle maladie. La philosophie questionne en partageant la présence en son entier. D'alors, il est peut-être trop tard ou trop tôt pour philosopher quand on fait appel au médecin. En outre, on se demande bien ce que l'épreuve du questionnement philosophique pourrait prétendre face à la maladie, considérée telle une menace qui assiège l'organisme humain. Philosopher est bien là la marque d'une certaine impuissance face à l'implacable cours de l'existence. Se pourrait-il toutefois que dans l'épreuve même de notre être malade, nous puissions nous éveiller à notre finitude, à nous-mêmes comme au monde. Aussi, on ne peut que se réjouir de la tenue d'un tel dialogue entre philosophie et médecine. Que la philosophie puisse offrir non son jugement, et encore moins peut-être ses prétendus apports théoriques, mais la pratique, l'attention et la patience de ces formes de regard sur ce que l'on peut nommer aujourd'hui la santé mentale, c'est là un signe qu'il nous faut considérer. Il conviendrait sans doute ici de repenser le champ opératoire que l'on entend nommer par l'expression santé mentale, tant les discours autour de celle-ci connaissent une forte inflation et une offre marchande pléthorique, lui correspondant, contemporaine d'une injonction sociale au bien-être, tout autant que d'un déni de la souffrance des formes de la présence humaine. C'est étrange, à moins que conjonction des temps, ne peut manquer de nous questionner urgemment, pour autant que l'urgence n'est précisément pas la précipitation. Au regard d'une telle situation, il convient de rappeler que la philosophie et la médecine sont sœurs dans le corpus hippocratique. Sans doute convient-il de préciser également que philosopher est une pratique, au cœur de laquelle notre présence en son entier est toujours déjà engagée. Philosopher n'est pas chercher à établir une doctrine qui domine de haut les phénomènes en question. Là encore, l'adresse phénoménologique, aller aux choses mêmes, exige toujours d'y être pleinement. Comme l'écrit Heidegger dans un entretien de mars 1968 avec Medard Boss, je cite, « Il y a des choses comme la présence même ou la liberté qui rejettent toute prétention à la mesurabilité. Il ne s'agit pas d'une théorie,
mais de simplement porter le regard au cœur de ce que nous sommes toujours déjà nous-mêmes. En revanche, une théorie est une supposition qui rend possible le calcul d'une chose. Se tenir debout, à l'écoute de la présence même, est l'exigence la plus haute de l'être humain, c'est l'éthique. Fin de citation. Se tenir à l'écoute de la présence même, c'est précisément ne pas réifier, objectiver l'être malade, la présence en souffrance, mais ouvrir un espace commun, un séjour, ethos, où nous partageons nos présences en question. La maladie n'est pas quelque chose qui surgit de l'extérieur de la vie, aussi bien biologique qu'humaine, alors même qu'elle en semble d'abord la négation. La maladie est une possibilité essentielle de la présence humaine. Dès lors, au moment où nous nous demandons comment soigner, il nous faut nous demander, pardon, qui soignons-nous? Qui soignons-nous? Et non pas quoi, de quel mal extérieur soignons-nous? La possibilité même de l'écoute de la présence est celle de considérer l'ampleur même de ce questionnement. Qui sommes-nous? On comprend alors qu'il ne s'agit pas d'une théorie, dont là aussi nous pourrions être tout à fait extérieurs, mais de ce singulier regard au cœur de ce que nous sommes toujours déjà nous-mêmes. Ainsi sommes-nous portés au questionnement. Or, être malade n'interroge pas d'abord et pas seulement le médecin. Si la maladie est son domaine, l'être malade ne lui appartient nullement. Ce n'est pas simplement un problème médical à résoudre, c'est un questionnement de la présence. Questionnement qui, depuis Platon, n'a cessé de retenir la pratique philosophique. Plus encore, faut-il le rappeler, être malade relève d'abord d'une énigme de la présence. Elle manifeste l'énigme de la présence elle-même, de chaque présence pour qui il y va à chaque fois de son être même, du seul fait d'être là. Être malade est cette singulière forme de la présence humaine qu'il nous revient à chaque fois d'endurer. Précisons ce point. Être malade n'est pas ce qui, venant altérer l'organisme, pose un problème comme extérieur à nous. Être malade, c'est cette possibilité propre à chaque présence, à la faveur de laquelle nous ne pouvons manquer d'être retenus par l'énigme de notre présence. Si la maladie peut concerner tout le monde ou un très grand nombre d'anonymes, être malade est cette épreuve insubstituable de la présence au monde, comme sa singularité même. Nous ne pouvons pas nous décharger de celle-ci, c'est-à-dire non pas de la maladie, mais de nous-mêmes. Et à bien des égards, nous ne le savons que trop bien. Par conséquent, dans l'expérience de l'être malade, il y va bien à chaque fois, certes, d'une aventure existentielle, mais peut-être plus encore d'une expérience des formes de la présence humaine. Alors, certes, on pourra s'étonner d'apprendre que Martin Heidegger, le philosophe d'être étant, ait pu se soucier de l'expérience de l'être malade et qu'il ait pu non seulement entretenir une riche relation amicale avec le psychiatre Medarbos, avec qui il a partagé pendant près de 10 ans un séminaire. Certes, pourtant, dès le maître ouvrage de 1927, dès Être temps, il envisage, et je cite là le paragraphe 49 de Zanussi d'Être étant, je cite, que nous devions concevoir la maladie et la mort, même envisagées médicalement, primairement comme des phénomènes existentiaux. Fin de citation. Qu'est-ce à dire? Sinon que l'expérience de l'être malade ne doit pas être d'abord renvoyée à une objectivité scientifique, mais doit être considérée au sein d'une histoire singulière, dans l'horizon de notre être mortel, à travers non pas un corps que nous aurions, mais ce corps-là comme lequel nous existons. Notre présence est cette présence où, à chaque fois, en son être, il y va de son être, de sorte que ce qui lui arrive ne doit pas être reconduit immédiatement à un dysfonctionnement organique. Cette reconduction est pourtant caractéristique de notre positivisme biologique qui n'a de cesse de naturaliser l'expérience de l'être malade. En vue de quoi? En vue de faire la guérison ou encore d'assurer la refabrication de la santé à partir d'une intervention extérieure. En faisant la guérison, en refabriquant ou remachinant le corps sain, on traite de la maladie comme de la santé tels des corps étrangers à la présence. Si nous insistons tant sur ce terme faire, c'est que la possibilité même de la rencontre et du dialogue qui se tente ici exige que nous apprenions pas à pas à, je cite,
nous déprendre d'une conception de l'agir humain qui domine le monde régi par l'esprit technique, celle de l'homme sujet pour qui faire ce qui est faisable est l'unique mesure de son agir, pour reprendre les termes de Médard-Boss. Je répète peut-être, celle de l'homme sujet pour qui faire ce qui est faisable est l'unique mesure de son agir. Fin de citation. Il y va là non de ce qu'il nous faut faire, mais de la richesse d'une pratique thérapeutique. J'insiste bien ici sur cette distinction entre faire et la richesse de la pratique thérapeutique. Notons encore ici que nos manières de parler de la maladie, telle une menace extérieure qui pèserait sur l'intégrité de nos corps, manifestent combien celle-ci serait un mal externe contre lequel il conviendrait de mobiliser toutes les défenses nécessaires. Considérons ici l'objectivation des forces en présence, telles des objets internes ou externes. L'objectivation de l'événement maladie, comme de la présence malade, du corps aussi bien que de l'esprit, permet de réifier l'épreuve en imputant le mal dont nous pâtissons à un objet extérieur à nous-mêmes, comme s'il en allait de quelque chose que nous avions de manière inopinée et non que nous étions, ou à travers laquelle il nous était donné d'être nous-mêmes. Autrement dit, de la possibilité d'être encore nous-mêmes dans la traversée même de cette expérience douloureuse. Comme si l'extériorisation objective de la maladie nous en défendait de l'être et où nous la rendait subjectivement plus supportable. Nous aurions une maladie qui viendrait affecter le corps, que nous aurions. Là où d'abord malade, nous le sommes, comme l'épreuve de cette existence corporelle qui chaque fois nous revient singulièrement. Il n'y a pas de corps ou d'esprit et moi. Toujours déjà, il y a une présence au monde, malade ou en bonne santé. Être malade, c'est bien être à nouveau exposé à l'épreuve du sens de notre présence. Loin de toute réification ou objectivation dépersonnalisante de la maladie, il convient donc de considérer la portée existentielle de l'expérience de la maladie. Dans un entretien pendant des vacances communes à Taormina, en Sicile, en avril-mai 1963, Heidegger précise, je cite, « Toute la question du pouvoir être malade est en rapport avec l'incomplétude de son essence. Toute maladie est une perte de liberté, une restriction à la possibilité de vivre. » Fin de citation. Être malade n'altère pas une quantité de liberté que j'ai ou n'ai pas, mais cette liberté ontologique qui caractérise la présence humaine en son possible. Cette perte de liberté, cette restriction à la possibilité de vivre, ne doit pas relever d'un traitement médical dans le cadre d'une relation d'un sujet savant à un objet présentant quelques altérations, déviations ou dysfonctionnements, mais être porté, co-porté au cœur de la relation de soins, dont la médecine est la pratique, l'art et la technique. Cela engage ainsi une toute autre forme de relation thérapeutique. Nous y reviendrons. Il ne s'agit aucunement de déconsidérer la biologie et la physiologie dans l'établissement d'un champ médical, mais d'en souligner l'insuffisance eu égard à la compréhension de l'horizon même de l'expérience même de l'être malade. Si l'horizon est cette ligne, cette limite par où quelque chose peut apparaître et configurer ainsi un espace de partage et de compréhension, il convient de réinterroger l'horizon de l'être malade comme cet événement à chaque fois nôtre, et peut-être pluriellement nôtre, qui entrave non seulement notre compréhension, mais peut-être plus encore notre disposition à comprendre, précisément en ce qu'elle entrave le plein déploiement de la possibilité d'être. Dans son cours de 1934, portant sur la logique comme question en quête de la pleine essence du langage, Heidegger reposera cette question, je cite, « Qu'est-ce que la maladie ?» Et de répondre, « La maladie n'est pas la perturbation d'un processus biologique, mais un événement qui advient dans l'histoire d'un homme, quelque chose qui se fonde, entre autres choses, sur une manière d'être disposé affectivement. » Fin de citation. La compréhension d'être malade ne peut se déployer qu'à considérer cette expérience comme, je cite à nouveau, un événement qui advient dans l'histoire d'un homme. Un événement qui advient dans l'histoire d'un homme. Et c'est précisément cette considération que vont partager à travers un dialogue soutenu le philosophe Martin Heidegger
et le psychiatre Medardbos. Revenons alors à cette rencontre entre Martin Heidegger et Medardbos, c'est-à-dire entre la pratique psychiatrique et la pratique philosophique. La rencontre. Revenons sur cette rencontre. Dans l'avant-propos des séminaires de Zurich, Medardbos revient sur les circonstances mêmes de la rencontre avec l'œuvre de Martin Heidegger. Auparavant, peut-être quelques indications biographiques rapides sur Medardbos. Medardbos est né en 1903. Il poursuit l'essentiel de ses études de médecine à Zurich, commence en 1925 une analyse didactique sous la direction de Freud. De 1928 à 1932, Medardbos est médecin assistant des professeurs Bleuler et Meyer. Entre 1938 et 1948, il rencontre une fois par mois Carl Gustav Jung, avec qui il entretient une réflexion thérapeutique. Pendant la guerre, Première Guerre, il est régulièrement, je cite, soustrait pendant des mois à son travail civil de maître de conférences et de psychothérapeute pour faire office de médecin-chef dans un régiment alpin d'armée suisse. Il effectue ainsi un service militaire actif durant toute la durée de la guerre. Période durant la plus grande partie de laquelle il fut, je cite à nouveau, à peu de choses près, inoccupé. Il ajoute, pour la première fois de ma vie, de temps à autre, l'ennui m'a gagné. Avec l'ennui, ce qu'on appelle le temps m'a paru problématique. Je me suis mis à y réfléchir, souligné par Medardbos, expressément, en cherchant de l'aide du côté de la littérature disponible relative à ce sujet. Fortuitement, en lisant un quotidien, je suis tombé sur un compte-rendu consacré à Être et temps de Martin Heidegger. Fin de citation. Or, s'il reconnaît volontiers que très rapidement, il se fait bien à l'idée qu'il n'y comprend presque rien, il mentionne, je cite, que dans cet ouvrage, des questions sont soulevées les unes après les autres que je n'avais encore jamais rencontrées au cours de ma formation exclusivement orientée vers les sciences de la nature. Fin de citation. Au regard de la difficulté des jeunes psychiatres qui participeront au séminaire de Zurich, mais également au regard de nos difficultés à nous tenir en question ici même, soulignons que Medardbos ne feint pas la compréhension immédiate. Il partage ses et nos difficultés, qui ne tiennent pas tant à la dite pensée de Heidegger, mais à ce qui, à l'œuvre, tente de s'y penser. Cette difficulté n'est autre que l'irréductible difficulté de ce qui demeure à penser. Autrement dit, de ce qui n'est jamais fait d'avance, ce qui ne se laisse pas faire, ce qui ne relève pas du faire et du à faire, mais se laisse venir en dialogue. Medardbos n'est donc pas attiré par des réponses, des solutions toutes faites, des apports théoriques qu'il pourrait aisément, intellectuellement, importer au sein de son exercice médical. Ce qu'il retient, ce qui nous retient et nous soulève, ce sont des questions. Et plus encore, et c'est là pour nous une indication qui demeure, des questions qu'il n'avait jamais rencontrées lors de sa formation de psychiatre, dont il précise l'orientation exclusive vers les sciences de la nature. Comme l'écrit Heidegger dans une lettre du 2 février 1963, je cite, « La domination de la pensée technique et calculatrice s'appuie tellement fort sur les faits et sur ce qui fascine dans le progrès qu'elle est aujourd'hui, dans un premier temps, presque impossible à ébranler. Presque impossible à ébranler. Pour eux, comme pour nous. » Et Heidegger d'ajouter, « Et c'est pourquoi on ne doit à aucun prix abandonner le simple voir des phénomènes. Et cela déjà pour cette raison que la pensée technique se fonde nécessairement, et donc partout, sur un minimum de phénomènes immédiatement pris en vue. La difficulté majeure réside en ceci qu'au vu de tant d'arbres, tous les succès techniques, l'on ne voit plus la forêt, à savoir le simple Dasein, le simple être là. Celui-ci est de plus en plus exposé à la consommation technique. » Fin de citation. On ne peut pas considérer l'événement de cette rencontre et la puissance du dialogue qui va naître entre Heidegger et Boss sans tenter de mesurer l'écart, l'immense écart qu'il y a entre la formation fortement positiviste, percée par la pensée calculante, qui règne dans les sciences de la nature, d'une part, et d'autre part, le questionnement qui se formule dans l'œuvre d'être étant. Il convient sans doute pour nous de tenter de nous rendre contemporains de l'ampleur de ce saut dont Medardbos et Heidegger partageront l'aventure, et au cœur duquel ils tenteront d'inviter les séminaristes de Zurich. Non pas une communication d'informations, non pas quelques bonnes idées à appliquer, un challenge intellectuel pour psychiatres se piquant de philosophie,
mais une expérience au cœur même de ce qui est digne de penser, un regard en ce qui est, lequel regard n'est pas visée de l'esprit, mais mouvement entier de l'existence dialogique. Mais si d'abord Médardos, et nous-mêmes plus encore, nous ne comprenons presque rien, comment considérer cette aspiration à entrer et tenter un chemin de compréhension? Comment, chose étrange, ce livre, je cite à nouveau Médardos, ne nous laisse pas tranquilles. Toujours à nouveau, il nous faut le reprendre et recommencer son étude à neuf. Fin de citation. Toujours dans l'avant-propos, Médardos ajoute, je cite, dans cette œuvre, j'avais d'emblée pressenti, bien avant d'être à même d'en accompagner pas à pas la démarche, que des intuitions fondamentalement nouvelles et inouïes venaient à se dire au sujet de l'existé humain et de son monde. Des intuitions fondamentalement nouvelles et inouïes. Fin de citation. La rencontre n'est pas celle de l'homme Heidegger, si peu recommandable déjà et surtout à l'époque, ni même d'une théorie établie, mais d'une pensée à l'œuvre, et qui, à l'œuvre, demeure encore à venir. Le psychiatre Médardos y découvre non pas une doctrine philosophique dont il pourrait s'inspirer, mais une manière radicalement neuve, inouïe, et combien le demeure-t-elle encore, inévitablement, non seulement de penser la présence humaine, mais la pensant, d'être avec et de laisser venir la présence elle-même en son questionnement natif. La rencontre exige que nous nous y laissions venir en question. Cela n'est jamais fait d'avance, cela ne relève précisément pas du faire. C'est là notre difficulté. La rencontre dont il y va n'est pas celle d'outils, pratiques ou théoriques prêts à l'emploi, mais la rencontre de notre présence au monde. Ce que pressent alors Médardos, c'est le renouvellement entier d'une manière d'approcher et d'être avec la présence humaine comme être au monde. Celui qui souffre n'est plus alors cet objet, et celui qui soigne n'est plus un sujet. Au cœur de la rencontre s'ouvre la possibilité d'une nouvelle configuration de soins thérapeutiques, dont il nous faut considérer là aussi l'ampleur et l'espace-temps possible. Tenu par ce tout autre questionnement de la présence humaine, Médardos écrit, en tant que médecin, une lettre en 1947 au philosophe Martin Heidegger, lui demandant, je cite, de l'aider à penser. Fin de citation. Il rencontre Heidegger pour la première fois en 1949. Commence alors une longue, patiente et studieuse relation amicale qui prit la forme d'une correspondance qui durera jusqu'à la mort du penseur et qui a donné naissance à un ensemble de 256 lettres, de nombreux entretiens et d'un séminaire qui va se tenir entre 1959 et 1969 en la maison de Médardos. Avant de revenir sur la difficulté même de ces séminaires et d'en interroger l'hypothétique échec, revenons sur la disposition première de cette rencontre, laquelle aura peut-être paradoxalement ouvert à l'engagement même de la présence. Revenons sur cet ennui. Au cœur de l'ennui, s'y libérer. Le psychiatre Médardos découvre donc Être et temps de Martin Heidegger durant la Seconde Guerre mondiale, qu'il aura d'abord lu au cœur de l'ennui, précise-t-il. Ne psychologisons pas la remarque ici, et nous ignorons quelle pouvait être la profondeur de l'ennui alors éprouvé par Médardos. Remarquons toutefois que l'ennui n'est pas une expérience anodine dans notre rapport au temps, et ainsi à la finitude de notre présence. Dans ses cours du semestre d'hiver 1929-1930, Heidegger montrera qu'il peut être la faveur d'une expérience décisive, eu égard au rapport que notre présence entretient au temps et ainsi à ce qui est. En effet, l'ennui n'est pas seulement une expérience vécue qui dure longtemps. Au cœur de l'ennui, la présence éprouve l'expérience d'un trop du temps, ou plus précisément d'un excès de temps, où nous ne l'avons plus. La part incalculable du temps que nous n'avons plus, mais que nous sommes. Ce temps en excès, par rapport à toute calculabilité possible, n'est plus un temps qui s'écoule, n'est pas un temps chronologique, puisque l'ennui défait précisément la chronologie, endurcissant celle-ci dans un temps que nous n'avons plus, que nous pouvons dès lors mesurer. La temporalité de l'ennui excède misérablement, d'un rien qui se passe, toute possibilité de mesure, vidant et nous vidant ainsi de tout ce qu'il y aurait à faire pour en remplir l'écoulement présupposé. Dans l'ennui, il n'y a même plus rien d'ennuyant. Dans l'ennui, nous n'avons plus le temps, nous le sommes.
L'ennui, c'est que l'ennui est beaucoup trop long pour qu'on puisse encore y avoir le temps, beaucoup trop vaste pour que nous puissions au moins avoir quelque chose à faire. Comme le précise un entretien de mars 1966, je cite, dans l'ennui véritable, ce n'est pas seulement une chose déterminée qui nous ennuie. Vous êtes absolument dans l'ennui, ce qui signifie tout vous ennuie. Il n'y a rien qui vienne vous intéresser plus qu'autre chose. Dans l'ennui, comme le dit le mot allemand Langweile, trouver le temps long, le temps joue un rôle. Il n'y a plus de futur, plus de passé et plus de présent non plus. Dans l'ennui, c'est bel et bien une interpellation de l'être qui est advenue, mais sans que cela soit saisi. Comme dans l'angoisse peut-être. On y reviendra peut-être. Fin de citation. Dans l'ennui, nous sommes simplement là. Au cœur de l'ennui, nous sommes temporels. Ou peut-être nous pourrions nous laisser venir à temps. Paradoxalement, donc, l'ennui peut être un éveil à la présence, non pas du temps, mais à temps, juste au temps. Présence toujours temporelle, présence à temps. Je ne crois pas. Présence toujours temporelle, présence à temps. Là où toujours déjà, nous n'avons pas le temps de faire, mais où il est toujours temps d'être, en éprouvant notre pouvoir être. Au cœur de l'ennui, non tel un affect venant frapper l'individualité subjective, mais comme une tonalité qui transite de part en part la présence, une exigence s'adresse à l'homme. Non pas, je cite, une exigence quelconque de telle ou telle exigence, mais de l'exigence adressée à l'homme purement et simplement. Et qu'est-ce que c'est? C'est le fait que de l'homme est exigé le Dasein comme tel. C'est le fait qu'il lui est remis comme tâche d'être là, d'être le là, précise Heidegger dans ce même cours. Il ne s'agit donc pas de se dérober à l'ennui en se réfugiant dans quelque chose à faire. Consommation ou lecture divertissante. C'est l'ennui. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a rien à y faire. Rien, sinon être là. Dans l'endurance d'une telle tonalité, il s'agirait bien plutôt de s'ouvrir là où Dasein est son ouverture. Ou encore de, je cite Heidegger, libérer le Dasein en l'homme, libérer l'humain en l'homme, libérer l'humain de l'homme. C'est-à-dire libérer l'essence de l'homme, laisser devenir essentiel le Dasein en lui. Cette libération du Dasein dans l'homme ne revient pas à placer celui-ci dans un arbitraire, mais à le charger du Dasein comme de son fardeau le plus propre. Seul celui qui peut se donner vraiment un fardeau est libre. Fin de citation. Si la rencontre avec l'œuvre de Heidegger est tenue par une telle traversée de l'ennui, elle aura pu engager la présence de Medardus à ne pas y lire autre chose que l'exigence de s'ouvrir à notre présence. La difficulté même avec la lecture de Sein und Zeit, comme avec l'œuvre de Heidegger et de chaque œuvre philosophique, c'est que nous ne pouvons y lire ce qui s'y pense, ce qui s'y offre et s'adresse, qu'à ne pas se dispenser d'être pleinement ouvert à notre présence. Être le là même du questionnement. La radicale étrangeté de cette œuvre est qu'elle nous expose toujours à notre légitime étrangeté, selon les mots de René Char. Il y va là de, cite Heidegger, la détermination fondamentale du Dasein, ouvert pour l'appel de la présence même. Fin de citation. Dès lors, il se pourrait, simple hypothèse qui pourrait toutefois nous indiquer quelques voies de passage au cœur de nos existences ennuyées. Il se pourrait que cet ennui éprouvé par Boss ait pu le disposer à une lecture ouverte d'être étant. Qu'entendre ici par lecture ouverte? Qu'est-ce qu'une lecture ouverte? Il faudrait renvoyer ici à ce joli texte de Martin Heidegger, qu'est-ce que lire? Mais peu importe. Une lecture qui laisse venir ce qui s'y laisse penser, sans rien en attendre. Simplement une lecture qui ne cherche rien d'autre, puisqu'elle s'ennuie, elle n'a rien à y chercher. Donc, une lecture qui ne cherche rien d'autre qu'être là. Le plus souvent, nous ne lisons que pour passer un temps de divertissement agréable, intellectuel. Nous ne lisons que pour y soutirer quelques bonnes idées. Nous lisons ailleurs, un alibi. Nous lisons en vue d'aller voir ailleurs, et non pas en nous ouvrant à notre présence. Le plus souvent, nous ne lisons pas là, ouvertement. À vrai dire, nos lectures sont suspicieuses, en tant qu'elles veulent savoir. Qu'est-ce qu'il a bien pu dire, lui, celui qui a écrit? Autrement dit,
Nous ne lisons pas ce qui s'offre à même le langage, le logos, nous le soumettons déjà à un vouloir dire. Nous l'arraisonnons au présupposé d'une volonté d'expression de la subjectivité pensante. Nous ne pensons pas cela même qui s'y dit, qui s'y pense, non, nous voulons le réduire à un énoncé appréhendable, qui pourra aisément faire l'objet d'un jugement, peut-être même d'une thèse. Qu'est-ce qu'il a voulu faire savoir? Tout autre est la lecture ouverte, dont nous n'attendons rien, peut-être plus rien, sinon de pouvoir y être entièrement. Qu'est-ce et comment cela laisse venir, là où être et penser sont le même? Lecture ouverte, c'est celle dont il y va entièrement de notre présence au monde. Non pas tant décisive en tant qu'elle aurait des conséquences effectives, mais profondément arrachante, éveillante, libératrice, dans la mesure où la lecture ouvre des portes jusqu'alors inenvisageables, ouvre à ce pouvoir-être proprement inouï dont il nous faut cependant nous tenir à l'écoute. Si bien souvent on lit sans se livrer à ce qui s'y joue, s'y déploie, c'est bien qu'il en va toujours de notre présence même. On lit pour se divertir, c'est-à-dire précisément entraver notre rapport d'ouverture à nous-mêmes comme au monde. Lire demeure une difficulté redoutable dans la mesure où nous ne pouvons nous dispenser d'y être pleinement ouverts. Cette difficulté d'être, celle que nous partageons, qui nous partage, c'est celle à laquelle se sont exposés Martin Heidegger et Medard Boss et ses étudiants en médecine et jeunes psychiatres au long cours de ces séminaires de Zurich. Pour parvenir à situer la configuration même de ces séminaires, ce qui a pu s'y jouer et qui demeure à y penser, y travailler, considérons à présent l'amitié féconde qui lia Medard Boss et Heidegger. Dès son introduction à la médecine psychosomatique de 1954 et publiée en 1959 aux presses universitaires de France, Medard Boss fait porter la dédicace suivante. À Martin Heidegger, maître inlassable, ami bienveillant. Alors certes, on peut vouloir y lire l'expression élégante de quelques sentiments affectueux. Mais ce serait méconnaître la rigueur et le souci de la claire parole que Boss et Heidegger partagent, ou plutôt qui les offrent au partage. Le maître est inlassable, l'ami est bienveillant. Inlassable est ce qui ne connaît aucune lassitude, ce qui n'en finit pas de se reprendre, la reprise même à chaque fois renouvelée du questionnement, dont la marque même n'est autre que la finitude. Inlassablement, la finitude nous porte à questionner à nouveau. Ainsi Socrate, retournant au lycée à la fin du banquet. Le maître inlassable ne se lassera jamais d'éprouver notre commune finitude comme la source perpétuelle de notre questionnement. Le maître n'est maître qu'à se laisser embrasser par ce mouvement du perpétuel. Pour paraphraser le célèbre aphorisme de Georges Braque, nous n'aurons jamais de repos, le présent est perpétuel, aphorisme qui sied fort bien à Socrate, mais pas seulement, nous pourrions tenter la formulation suivante. Le maître n'est maître qu'à demeurer en plein éveil, ainsi ne connaît-il pas de repos, ainsi Socrate, habitant à chaque fois le présent perpétuel. Dès lors, la maîtrise amicale ne domine pas, ne précède pas, elle appelle. L'amicalité du maître ne revient pas à nous faire la leçon, mais à nous entretenir au questionnement. Le maître n'est pas celui qui domine, mais celui dont la seule présence appelle à et dans la présence. Il convient d'être attentif à cette dimension, à défaut de laquelle nous ne pourrions comprendre ce qui est tenté à la faveur du partage des séminaires. Inlassablement, être en chemin exige que nous nous laissions ouvrir et porter à la pleine présence. Cette présence à l'œuvre au sens de l'énergeia grecque. Or, dans son introduction à l'introduction à la médecine psychosomatique, Medard Boss revient sur ce qui s'est joué, je cite, lors du passage de la culture occidentale des Grecs aux Romains. Les Romains traduisirent ergon par opus, trahissant ainsi leur incapacité à se représenter une chose autrement que par un objet né d'une opération pénible, d'un effort. Presque rien ne resta de la richesse et de l'ampleur primitive de l'ergon, au moment où la conception romaine de l'opus rentra dans la langue grecque. L'énergeia se vit réduite au concept d'énergie, si importante pour les sciences modernes
et qui signifie seulement force et capacité de travail. Fin de citation. On voit, dès cette ligne introductive de 1954, combien le dialogue avec l'œuvre de Martin Heidegger ouvre un tout autre chemin de compréhension à Medardbos. Il situe fort bien que ce qui se joue dans ce passage n'est pas simplement un problème terminologique, mais à la fois un certain esprit de la technique, dit-il, et une transformation radicale de l'épreuve de notre présence. L'ami bienveillant, ici, accompagne de sa maîtrise le chemin au cœur des phénomènes. Le maître n'est donc pas celui qui domine de son savoir, mais celui qui accompagne dans la tenue et la gestation d'une pensée qui vient. Ce mouvement-là, nous le retrouvons au cœur de la correspondance entretenue par Boss et Heidegger, où Heidegger ne cessera de bien veiller à la rédaction patiente, difficile et laborieuse de l'œuvre décisive de Medardbos. Je cite le long titre, les grandes lignes, donc c'est un ouvrage qui n'est pas encore traduit en français, hein, les grandes lignes de la médecine et de la psychologie, éléments pour une physiologie, psychologie, pathologie, thérapie phénoménologique et pour une médecine préventive à la mesure du Dasein dans la société industrielle moderne. Voici le long titre de cet ouvrage qui n'est pas encore traduit en français. Dans une lettre datée du 29 décembre 1967, Heidegger écrit, je cite, « Je ne crois pas faire fausse route quand je vous propose de retarder encore la parution de votre livre. Ce doit être, j'insiste, le testament de toute votre vie de travail, pratique et théorique. Cette tâche ne va pas vous échapper, elle nécessite une clarification encore plus résolue et une formulation complète dans ses fondements. Vous devez être certain de mon aide. » Fin de citation. Et d'ajouter, des poches de résistance vont se former un peu partout contre la puissance irrésistible de la technique, qui tiendront la réflexion discrètement en éveil pour préparer le renversement en faveur duquel, le jour où la désolation universelle sera devenue insupportable, ce ne sera plus d'une seule voix que l'on criera. De toutes les régions du monde, je perçois des voix qui, en renonçant aux effets facilement obtenus, réclament la méditation et des frayages jusqu'à elle. Fin de citation. L'ami Heidegger n'entend nullement se substituer à la tâche de Medardbos, mais l'accompagner au cœur du phénomène en question. Là où la pensée n'est pas calculante et déterminante, eu égard à la mainmise de la subjectivité, mais méditation, Besinnung, un terme que l'on retrouve fréquemment dans les échanges épistolaires. Rappelons que ce terme est aussi le titre donné au traité qui poursuit l'aventure des Beiträge, les apports ou contributions à la philosophie. Or, loin de toutes les caricatures auxquelles ce terme, méditation et cette pratique peuvent prêter, signalant combien nous demeurons bien étrangers à l'étrangeté de cette simple présence, la méditation est le geste de la présence qui s'ouvre à la clarté du sens. Ne peut s'ouvrir à la méditation que cette présence en plein souci du sens. Non pas vouloir saisir la signification, mais s'en tenir à la possibilité, tenir le pas et ainsi ménager le surgissement du sens. Sens qui n'est qu'à surgir, à frayer un scène, un sentier qui dispense un espace en partage. Méditer, c'est ménager le partage du sens. Méditer, c'est se tenir ouvert et ainsi cheminer au cœur de la pleine clarté de sens. C'est ainsi se laisser devenir l'avoir-lieu du passage du sens. Nous n'en sommes alors nullement les producteurs, mais les passeurs. Celui par où cela peut passer, cela d'où il surgit. Il ne s'agit donc pas d'un retour réflexif du sujet sur lui-même, une forclusion de plus dans le fort intérieur en béton armé de la métaphysique de la subjectivité, mais une forme d'ouverture à ce qui est, comme un abandon de rien au rien de la simple présence. Dans une allocution prononcée à Meßkirch en 1955, parue sous le titre Sérénité, Gelassenheit, Heidegger distingue la pensée méditante de la pensée calculante, celle qui étend son règne bien plus qu'on ne pourrait d'abord le penser. Il précise que la première, la pensée méditante, je cite, réclame des soins encore plus délicats que tout autre authentique métier. Fin de citation. Cette méditation est une pensée fidèle, une manière d'être et de penser dont le pas demeure en mémoire du sens. Sans doute parce que la pensée méditante habite le frayage même du sens, par où le sens n'est pas la signification,
mais cette manière par où le sens, le sentier, fraye l'espace de son cheminement. La mémoire du sens n'est nullement cette focalisation sur ce qui est désormais dépassé, mais cette attention à ce qui passe, et qui, passant, ouvre à l'avenir pour qui sait demeurer juste le passant. Méditer, ou l'art de se laisser devenir le passant du sens. Si la méditation est bien une sidérante libération, c'est précisément que nous nous y laissons défaire de toute capture, épreuve de l'ouvert. Dans un texte de 1953, intitulé précisément Science et méditation, ce texte où Heidegger rappelle que, je cite, le Dasein dans lequel l'homme existe comme homme demeure l'incontournable de la psychiatrie, fin de citation, dans ce texte, il précise s'engager dans la direction d'un chemin qu'une chose a, d'elle-même déjà suivie, se dit dans notre langue Sinnen, chemin, marche. Entrer dans le sens, tel est l'être de la méditation. Ceci veut dire plus que de rendre simplement conscient, de se rendre simplement conscient de quelque chose. Nous ne sommes pas encore arrivés à la méditation lorsque nous n'en sommes encore qu'à la conscience. La méditation est davantage, elle est l'abandon à ce qui mérite qu'on interroge. Fin de citation. Ne pas tenir ce cheminement du sens, c'est précisément ne pas entrer dans la possibilité d'écoute inouïe que Heidegger et Boss désirent partager au cœur de ce dialogue fécond, dont ne seront nullement étrangers les participants des séminaires de Zurich. Ici, l'inlassable maîtrise de l'ami bienveillant porte la méditation de Ménard Boss au cœur de ce qui est, au cœur du phénomène dont la considération même de la présence en souffrance ne peut pas ne pas endurer pleinement le questionnement. C'est pourquoi il nous faut revenir sur le titre de ce grand opus encore non traduit. Encore non traduit. À travers ces grandes lignes de la médecine et de la psychologie, il ne s'agit pas d'une nouvelle médecine de l'âme ou de l'homme, d'une théorie établie, une nouvelle doctrine propre à produire des solutions toutes prêtes, mais de la tentative de dégager des grandes lignes, ou encore des lignes de fond, lignes en absence de fond aussi peut-être. Mais à défaut de tout fondement donné, se déploie précisément le ménagement, les entours d'un espace possible, ou encore le souci d'une thérapie phénoménologique et d'une, je cite, médecine préventive à la mesure du Dasein dans la société industrielle moderne. C'est sur ce point que nous voudrions insister pour nous introduire un peu plus au cœur du dialogue. À la mesure du Dasein, cet incontournable de la psychiatrie, et non pas à l'échelle de l'individu, ou conformément à la subjectivité ou à l'activité neuronale. Un entretien du 7 juillet 1966 donne l'occasion de cette précision suivante. Je cite. Ce qui donne la mesure pour le projet de la nature de Galilée, c'est la calculabilité. Pour l'analytique du Dasein, ce qui donne la mesure, c'est en quoi l'homme et son pouvoir exister dans le monde d'aujourd'hui sont à la fois problématiques et dignes de questionnement. Fin de citation. L'ampleur de la tâche thérapeutique n'est pas de se mettre au niveau de l'individu, de se conformer ou de réformer une subjectivité. Pas plus ne peut-on, ne doit-on reconduire la présence en souffrance au seul état d'un fonctionnement neuronal. L'ampleur de la tâche thérapeutique n'est jamais donnée d'avance. Car, précisément, cet incontournable du Dasein se déploie pour autant qu'il n'est jamais donné d'avance. Dasein n'est pas un étalon tout fait, ou dont l'établissement intellectuel permettrait de projeter par avance les quelques mesures à prendre et à appliquer. On ne taille pas à l'avance la cote de ceux qui se laissent penser et être là, juste là. La thérapeutique n'est pas affaire d'adaptation, mais de rencontre. Une rencontre dans la survenue de nos communes présences. Dasein, être le là, sa venue, comme sa compréhension, demeure à venir pour qui sait tenir le chemin. Or, la présence thérapeutique est précisément celle qui accompagne dans la difficulté même de tenir encore quelques biefs, quelques frégages de chemin. Cela ne peut pas se faire à l'avance. Cela ne se fait pas, ne se fait plus. Dans la mesure où la présence ne relève pas d'une recette ou d'un protocole assurant la production, la venue en présence. La présence est difficile et se porter à l'approche de celle-ci est difficile dans la mesure où la présence pâtit son imprépossibilité. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça veut dire, imprépossibilité? Simplement, ce dont la possibilité ne prévient pas le surgissement. Ce dont la possibilité
ne prévient pas le surgissement. L'événement de la présence surgit toujours comme cela même qui ne pouvait se faire, qui ne pouvait pas se prévoir, se tailler à l'avance selon une cote déterminée. Le pouvoir-être de la présence, cette puissance d'être en souffrance dans l'être malade, ne se réduit précisément jamais à telle ou telle possibilité. L'avenir du Dasein, et comment s'y laisser aller, s'y ouvrir, c'est toujours énorme, hors de toute norme, et nous expose à l'incalculabilité même. Cette énormité à être, cette énormité comme laquelle nous existons, excède toujours la représentation et paraît parfois et si souvent trop lourdement intenable. Cependant que le trop lourd à tenir n'est que d'être là, simplement là, dans l'éclaircie, l'allégie, l'Ichtung, de l'être en son possible. Le trop lourd à porter, c'est de se porter à l'ouvert du possible, en l'ouvert même. La possibilité est ce qui se représente. Le possible est ce en quoi notre présence excède toujours toutes nos représentations. La mesure du Dasein est celle de notre puissante impuissance. Le pouvoir existé du Dasein n'est précisément pas au pouvoir de la subjectivité. Cette passion-là, on ne l'éprouve que trop bien. La mesure du Dasein ne peut manquer de se dérober et plus encore d'être ce dont nous oublions le dérobement. Que cela, cette mesure du Dasein, ne soit ni faite ni à faire, c'est ce qui ne peut manquer de demeurer impensé et impensable dans la société industrielle moderne. En effet, dans une telle configuration n'est, verbe être, proprement que ce qui relève du faire, du machiner, ce que Heidegger nomme la suprématie du faire. Cette suprématie qui fait corps avec la métaphysique depuis son point de départ platonicien et qui exerce une domination sans partage à l'époque moderne. Or, la difficulté de cette rencontre, c'est-à-dire celle de la médecine et de la philosophie, celle de Boss et Heidegger, celle qui se joue au cœur des séminaires et qui se joue à nouveau frais dans notre désir d'en être les contemporains, c'est précisément qu'une telle mesure du Dasein, et donc l'entière compréhension du dialogue, exige une considération du site depuis lequel cette question se pose. La société industrielle moderne, c'est-à-dire notre monde sous la modalité du règne de la technique, notre monde qui s'immonde dans la suprématie du faire. Revenons encore à cette expression société industrielle moderne, dont on pourrait presque s'étonner. En effet, en quoi cela pourrait-il bien changer l'affaire? Une telle remarque, une telle interrogation manifeste pleinement une manière immédiate, anhistorique, asociale, acosmique au sens de Hannah Arendt, surtout, c'est-à-dire immonde, de considérer la présence en souffrance. La présence en souffrance est au monde et toujours de ce monde. Il n'y a donc pas de détermination de la souffrance qui puisse être établie une fois pour toutes, hors de la lumière, de la clairière de monde, propre à chaque jour, à chaque présence. C'est-à-dire combien l'enjeu, c'est dire ici combien l'enjeu est bien celui de l'écoute de la singularité même de la présence humaine, mais d'une singularité qui est singulière, qui n'est singulière qu'à répondre de son époque. Or, cette époque n'est autre que celle du règne de la technique. Une société industrielle moderne ne peut se développer, comme on dit, que là où règne la technique. Ce que pointent fort bien Medarbos et Heidegger, main dans la main, c'est que la dite technique ne concerne pas que l'ensemble des objets dits techniques ou des traitements, opérations spécifiques dits techniques. La technique n'est pas un quelque chose, un gros ou une totalité d'objets dont la présence humaine pourrait ou non se servir. Il convient pour considérer ce phénomène de ne pas en rester à la caractérisation instrumentale. Or, c'est ce que Medarbos situe fort bien dans le chapitre 2 de son introduction à la médecine psychosomatique, consacré, je cite, aux limites de l'esprit technique dans les sociétés fondamentales, les limites de l'esprit technique dans les sciences fondamentales de la médecine. C'est le titre de ce chapitre 2. C'est à la mesure de cette difficulté de dégager une compréhension de la présence, à la mesure du Dasein, au cœur du règne de la pensée calculante, qu'il nous faut désormais nous demander si ces rencontres, ces séminaires, sont un échec. En effet, dans quelle mesure doit-on considérer que ces séminaires sont un échec ou en échec? Poser cette question
C'est se demander si Martin Heidegger et éventuellement Medard Boss ont réussi à diffuser, comme on dit, ce qu'ils entendaient dire à ces jeunes psychiatres et médecins, présupposant ainsi qu'ils avaient préalablement à la rencontre quelque chose de déterminé, d'établi à leur communiquer. Au regard de la réalité de la psychiatrie d'aujourd'hui, Heidegger et Boss n'ont-ils pas plus que lourdement échoué? N'est-ce pas là leur prêter une bien trop grande importance, en leur prêtant une doctrine qu'ils n'ont jamais voulu constituer? La difficulté de ce dialogue ne tient peut-être pas aux défauts éventuels et si évidents, mais qui d'autre, mais qui, hein, de pédagogie de la part de Heidegger, ni même au mythe de la noire abscondité d'une telle pensée, mais à la difficulté même de ce qui demeure à penser là et où nous sommes. Ainsi conviendrait-il de penser résolument l'échec, en se demandant si l'ampleur d'une rencontre et d'un dialogue se mesure à l'aune d'une réussite. Une rencontre, une rencontre qui libère, survient. Elle ne réussit précisément pas, tant elle ne peut être que survenue, contre toute attente. On ne peut réussir que ce que l'on prévoyait. On réussit à la mesure de critères préalablement établis. Or, le projet véritable n'est pas ce qui détermine à l'avance ce qui doit se faire. Être en projet, et non pas avoir tel ou tel projet, c'est ne pas pouvoir à l'avance mesurer la profondeur du jet à la faveur duquel nous ne cessons d'arriver au monde. Le désir de la rencontre, le projet des séminaires ne détermine pas une attente préalable. Le désir trace un espace, ouvre un temps de partage. Le désir augure l'ouvert du possible, exhorte de nous y laisser aller, sans précisément nous précipiter et réduire ce qui se désire à quelques attentes objectives. Le désir n'attend rien, ne recherche aucune satisfaction. Ce qui s'offre au partage, au cœur de la rencontre, c'est proprement incalculable. C'est là l'épreuve de notre commune incalculabilité, notre commune exception à toute norme préalablement déterminée. La dignité des présences en partage, au cœur du dialogue et des séminaires, ne tient pas, ne tient plus et ne tiendra jamais à la taxinomie d'un ordre social et de ses normes, mais relève de l'effroi face à la simplicité même de nos communes présences. Cela même qui mérite que nous demeurions ensemble en question, qu'en dialogue, nous demeurions en question. Alors certes, ce qui s'est tenté là dans l'espace et le temps du séminaire ne peut manquer d'apparaître si étrange, si surprenant, presque incompréhensible, pour reprendre les mots de Medard Boss évoquant ses premières lectures de Sein und Zeit. Au point que Medard Boss mentionne bien dans son avant-propos, je cite, ce qui apparaît en pleine lumière dans les propositions et les contre-propositions qui se répondent les unes aux autres, entrecoupées par de longs temps de silence, c'est que la plupart des questions que pose Martin Heidegger aux médecins formés aux sciences de la nature n'ont en règle générale jamais été reçues comme des questions. De nombreux participants paraissent choqués, voire indignés que l'on se permette de questionner ainsi. Et d'ajouter, je cite à nouveau, souvent l'atmosphère dans laquelle se déroulaient ces séminaires donnait l'impression d'un martien arrivé pour la première fois sur Terre et rencontrant un groupe de terriens dont il chercherait à se faire comprendre. Fin de citation. Si Medard Boss précise que 20 ans après le premier séminaire de Zurich, cette comparaison semble franchement exagérée, fin de citation, il se pourrait qu'elle ne soit que plus vivement pertinente 75 ans plus tard. Qui aujourd'hui? Quel psychiatre ou médecin? Ou philosophe? Qui, dans le positivisme inquestionné et inquestionnable, qui, dans le déferlement de la puissance du rationnel, pour reprendre l'expression de Dominique Janicot, qui ne serait pas choqué, voire indigné, par cette invitation à penser, formulée de la manière suivante par Heidegger le 6 juillet 1964. Je cite. Pour ce qui doit être discuté maintenant, toute science doit être mise hors circuit, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être fait usage d'elle. Nous devons apprendre un nouveau type de pensée. Fin de citation. Ne feignons pas la familiarité avec l'épreuve du penser. Être quelque peu familier à l'idiome d'un chemin de pensée, d'un penseur, ce n'est pas encore laisser advenir sa présence à l'épreuve même de ce cheminement.
En outre, n'a-t-on jamais conçu Socrate comme une présence familière, comme un dialoguant avec qui la compréhension soit immédiatement effective? Cela ne tient ni à Socrate, ni à Heidegger, ni à l'insuffisance d'aucune forme d'intelligence, mais à l'étrangeté du rapport que l'expérience philosophique entretient avec ce qui est. Cela ne tient pas à l'étrangeté du propos, mais à ce que d'abord et le plus souvent, ce que nous nommons familiarité n'est que le produit d'un état étranger à l'étrangeté même de ce qui est. L'étrangeté ne tient pas au propos, mais au rapport lui-même, à la nativité du rapport chaque jour renouvelé. Ce n'est ni Cézanne, ni Heidegger, ni Medard-Boss qui parlent le martien, mais entretenir un rapport natif à ce qui est, un rapport neuf et à chaque fois reprisé avec l'adresse langagière, c'est toujours détonnant. Étrange en ce qu'il s'y tente simplement la nomination des merveilleux, des étonnants, des détonnants phénomènes. Ce que partagent la pratique philosophique et la pratique psychiatrique, c'est que résolument, ouvertement, elles ne peuvent feindre l'étrangeté légitime de notre présence au monde dans son rapport à l'étrangeté intrinsèque de ce qui est. Tenter d'habiter ce qui ne cesse de nous être en question, c'est ne pas cesser d'arriver comme pour la première fois au monde. Le point de souffrance n'est pas tant d'arriver à chaque fois comme pour la première fois, d'avoir sans cesse à recommencer, mais bien plutôt d'être entravé ou indisposé à la reprise, au recommencement, à l'épreuve même de notre finitude qui n'en finit pas de se recommencer. La présence en souffrance est celle dont la passion du recommencement est entravée et dont la conformité familière ne paraît plus pouvoir s'y substituer. Considérer la parole en séminaire de Heidegger comme celle d'une présence d'abord très étrange, en ce qu'elle tient en questionnement ce qui mérite à chaque fois d'être tenu en partage, ce n'est peut-être pas un aveu d'échec. Dès lors, faut-il en effet se demander si ces séminaires sont une réussite ou un échec? Qui pourrait légitimement formuler et engager ce questionnement? Les participants? Mais a-t-on bien toujours conscience de ce qui passe ou de ce qui se passe quand cela passe? Dans quelle mesure sommes-nous bien garants et contrôleurs de cela même qui viendrait se féconder en nous, à la faveur de notre présence? Est-ce bien moi qui pense, ou les pensées, les pratiques qui me viennent? Là encore, cette volonté d'évaluer la réussite ou l'échec d'une telle entreprise, laquelle, sinon le désir de partager, hein, cette volonté d'évaluer la réussite ou l'échec d'une telle entreprise, n'est-elle pas symptomatique d'une certaine pensée calculante? Que cela se soit tenu, que cela ait eu lieu, que cela se tienne encore, que nous puissions encore aujourd'hui en partager des fragments, n'est-ce pas là la seule dignité et la grandeur même de cette rencontre? On peut toujours reprocher, si l'on veut, à Heidegger de ne pas avoir su se mettre à la hauteur des participants. Mais là encore, c'est, d'une part, présumer une hauteur donnée des subjectivités participantes, et d'autre part, accorder une certaine hauteur de vue à une prétendue subjectivité heideggerienne. C'est là lui faire beaucoup trop d'honneur, là où ce qui se joue, et relisons les séminaires pour considérer cette attention sans cesse renouvelée, ce n'est pas une hauteur, mais une justesse. Être juste là, au ras, être juste là en se laissant aller au phénomène. Dans un article puissant et éclairant intitulé Lacan et Heidegger, réflexion à partir des Zolikoner Seminars, c'est le titre allemand, Gérard Granel remarque très justement, je me permets à nouveau de le citer un peu longuement, je cite Gérard Granel dans cet article. On ne trouve dans tous les séminaires de Zolikon pas une ligne, pas une inflexion, pas un mouvement par lequel la pensée qui, pendant 10 ans, se parle devant les autres, devant les auditeurs formés à la science que sont pour Heidegger les médecins qui l'écoutent, chercherait à jeter des passerelles au-dessus de la faille qui sépare science et pensée. C'est que jeter une telle passerelle serait manquer, masquer la faille et non pas la franchir. La faille ne se franchit que par un saut.
L'infinie patience avec laquelle Heidegger décrit pour ses auditeurs non pas tant ceci ou cela, que plus profondément l'étrangeté de la description phénoménologique elle-même, cette patience n'enseigne aucun passage. Et donc, elle n'enseigne rien. Elle prépare. Et toujours en accomplissement elle-même, ce geste, le geste d'un saut qu'on ne peut pas apprendre. D'aucun côté de l'apprendre, ni du côté du Lehren, ni du côté du Lernen, mais auquel on peut se décider, comme pour une première fois, nager ou s'élancer en bicyclette. Fin de citation. Profondément, simplement, Heidegger ne fait pas la leçon, au sens où il n'informe pas. Là encore, en bon goethéen, les phénomènes sont la leçon. La leçon de choses, comme de l'être, est une épreuve de libération. Nous libérer à l'égard des choses mêmes de tous les fatras théoriques endurcis qui barrent notre cheminement au monde, qui entravent le libre rapport à ce qui est, obstruant ainsi le regard en ce qui est. Une telle libération est contemporaine de notre éveil à la finitude du Dasein, épreuve de notre présence au monde. À travers ces séminaires, il s'agit d'un atelier, non d'un traité. Un atelier où ne se fabrique aucune leçon thérapeutique, mais s'inventera peut-être des modalités d'être en relation thérapeutique. En allant au phénomène, se libérer de l'impérialité du faire et se laisser réinventer des manières d'être, des pratiques. La pratique, c'est ce qui se ménage dans le rapport libéré aux choses mêmes, aux présences mêmes, dans le partage même de nos communes présences. La difficulté de ces séminaires, de ces rencontres, la difficulté tient à l'étrangeté de la description phénoménologique elle-même, c'est-à-dire ce regard en ce qui est, là où et comme cela paraît. Il convient ainsi de relire ouvertement ces séminaires, ces entretiens, comme la réouverture sans cesse reprise de l'école phénoménologique. Toujours à nouveau, inlassablement, aller aux choses mêmes. On ne peut que reconnaître que c'est éprouvant, éprouvant et joyeux. Il nous faudrait alors ici, je vais abréger mon propos pour bientôt conclure, il faudrait ici considérer combien patiemment Heidegger n'a cessé, à la fois dans les séminaires et dans les entretiens et dans la correspondance, n'a cessé de repriser l'attitude, l'attention phénoménologique, en quoi il nous faut réapprendre non pas à voir ceci ou cela, mais à y regarder au cœur des phénomènes. Et Heidegger n'a de cesse de considérer son insuffisance face à ce défi, qui n'est pas un défi qui tient à la subjectivité heideggerienne, mais qui tient à notre présence dans le monde qui est le nôtre. Et par conséquent, pour conclure, il nous faut sans cesse nous exposer à ce questionnement. Comment aller aux choses mêmes, nous ouvrant à la présence, nous transforme et configure un nouvel espace thérapeutique. C'est la question que nous pourrions, avant de tenter de conclure, laisser en suspens, faute de temps, en nous invitant dans l'épreuve de cette finitude à retourner au phénomène. Et je vais conclure. Si les phénomènes sont la leçon, l'étrange leçon de ces séminaires, c'est qu'il nous faut toujours savoir en revenir au phénomène. Car comme le remarque Heidegger, même la phénoménologie trop rare, même la phénoménologie trop rare, se fige si elle se dogmatise. Fin de citation. Ainsi, l'étrangeté de cette rencontre et de ces séminaires n'est pas une propriété philosophique. C'est l'étrangeté de notre épreuve de la finitude qui n'en finit pas de se recommencer. Or, ne pas faillir à cet attachement au phénomène, c'est ne pas faillir à tenir la possibilité d'un recommencement de monde. C'est là notre commun séjour, c'est là l'éthique même, partagée par la philosophie et la psychiatrie. C'est dans le partage de ce séjour auprès des phénomènes que la pratique philosophique et la pratique psychiatrique déploient ce souci de l'être en son entier, mélétatopan, ce souci de l'être en son entier par où nous participons en nos moindres gestes et paroles à la possibilité de notre partage de monde. Je vous remercie. Merci. Vous m'avez demandé de finir à 30, il est 28.
Alors, je voudrais, J'entends bien. je voudrais remercier, bon, c'est évident, Pierre-Étienne, et poser une question qui pourrait peut-être relancer les choses. Il y a une chose dont je voulais parler, dont je n'ai pas parlé, et dont tu n'as pas parlé non plus, c'est que dans la correspondance entre Medardus et Heidegger, Heidegger dit l'importance pour lui vitale de ces séminaires où il parlera avec quelqu'un. Lui qui est un homme écrit, hein, tous les cours que nous avons d'Heidegger, c'était écrit d'un bout à l'autre absolument. Là, je ne dis pas qu'il découvre, enfin ce serait un peu stupide de ma part, il, il, il saute vraiment sur cette occasion que la rencontre de gens avec qui il pourra parler est absolument fondamentale. Et je pense que c'est une façon peut-être de revenir à tout ce que tu as dit par un biais dont il me semble que ça peut lancer une discussion. Parce qu'il me semble que ce qui est important dans ces séminaires que certains regardent de haut en disant c'est pas de l'Heidegger, eh bien justement l'importance de Socrate, l'importance que nous avons souligné aussi avec François Lasture, justement, de la parole et de la parole vive est tout à fait importante parce que peut-être dans le rapport de la parole vive, ben, on ne peut pas sans arrêt prévoir, calculer ce que l'autre va dire ou va faire. Voilà. Je partage entièrement ta remarque, dont je te remercie. Il est vrai qu'Heidegger a accueilli le kairos de cette rencontre, Ah oui, l'opportunité il y de a des cette lettres. rencontre, Oui, absolument. Donc, je ne pouvais pas oui, tout. non, bien sûr. Voilà. Mais euh, la parole de Heidegger est une parole vive en ce qu'elle est toujours adressée. Et c'est d'abord aussi, non pas un homme de traité, mais un homme de cours. Et un homme qui, au cours du cours, tente une parole libre, toujours pensante. Et il est vrai que il n'a cessé, quoi qu'on puisse en penser, il n'a cessé de rechercher ces moments, ces espaces, ces lieux où sa parole, ou non pas sa parole, la parole pouvait se partager. Je renvoie ici à la lettre à Jean Beaufray où il lui dit, je vais le traduire, quand est-ce qu'on se voit? Non pas quand est-ce qu'on se voit, mais quand est-ce qu'on entre en dialogue, dans la sunousia du dialogue, dans l'être ensemble du dialogue, et de manière vive, c'est-à-dire rencontrons-nous. Euh, euh, voilà. Donc, Et son désespoir quand après ces engagements dont nous ne reparlerons pas ici, malheureux, il était interdit d'enseignement, et peut-être va aussi peut-être dans ce sens. Être interdit d'enseignement, c'est ne plus avoir des étudiants avec qui on peut justement essayer de s'approcher d'une façon ou d'une autre de ce qui est en question. oui. J'ai eu l'occasion de parler avec Jacques Collet, Mhm. qui m'avait dit que, à propos Un peu plus fort, s'il de vous ce plaît. livre, Mhm. que, en fait, euh, la rencontre avec ces médecins, c'était qu'ils n'en voulaient pas vraiment. Alors, je vais répéter la question, je vais essayer de la répéter. Madame, vous faites part d'un propos de Jacques Colette qui aurait considéré ou qui tenait cette, cette rencontre avec, ces jeunes psychiatres et ces médecins comme un malentendu, mais un malentendu fécond. Alors, l'ambiguïté avec les malentendus, c'est qu'ils sont ambigus. Qu'est-ce qu'on entend mal dans le malentendu? Donc, je vais pas, voilà, euh, euh, qu'il soit fécond, c'est ce que j'espère, c'est ce que j'ai désiré aussi partager avec vous, qu'il soit encore plus fécond que ce que j'ai pu y voir, je le pense aussi, sincèrement. Euh, euh, le souci constant qu'Heidegger a de renouveler l'affaire, de renouveler l'attention à l'égard de ces jeunes médecins et psychiatres, n'irait pas dans le sens que ce soit purement un malentendu. Quelle est la part de malentendu dans ce qu'il peut y avoir parfois de désir?
Ça pourrait être un échappatoire, une question comme un échappatoire, voilà, mais je vous laisse. Vous voyez, voilà. Il se trouve que ce dont nous disposons aujourd'hui textuellement ne nous laisse pas la trace d'un éventuel malentendu. Heidegger est éprouvé très souvent à la faveur de ces rencontres, qu'il soit difficile de se faire entendre, ça, oui. Mais encore une fois, je pense que cette difficulté d'entendre ne tient pas à ce que lui voulait dire. C'est simplement la difficulté de, j'allais dire presque de s'entendre, c'est-à-dire de dialoguer, d'être ensemble et de partager une parole. Là, on est d'abord et le plus souvent dans un malentendu pour une raison très simple. C'est que les sociétés industrielles ne ménagent pas l'espace de la parole. Autrement dit, notre rapport à la technique euh, entrave une libre parole. Et ce, bien plus qu'on ne pourrait le croire ici, maintenant, là, quand je vous parle. On n'est pas disposé à la plénitude du dialogue. Pour une raison très simple, c'est que ni vous ni moi, à cette heure, sommes peut-être disposés à nous laisser traverser par le logos. Parce que ça s'appelle la finitude humaine. Parfois, on est fatigué. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, encore une fois, on appellerait ça les conditions de possibilité du dialogue, elles sont à la fois terribles, elles tiennent aussi à rien. Et c'est ce qui se déploie parfois dans la rencontre simple, thérapeutique ou humaine, rien qu'humaine, toute humaine. C'est-à-dire ça tient à rien, mais parfois ça tient aussi à ce qu'on n'est pas capable de se laisser traverser. Parfois, un moindre geste, un moindre silence nous permettent d'entrer en dialogue. Mais ça, encore faut-il l'accorder, nous l'accorder. Il n'avait pas pensé que son langage dans Excitant donne à Binswanger, par exemple, toute une possibilité de nous aborder, comprendre et fou. C'est ça que Mais ça s'appelle une œuvre. Qu'on ne puisse pas, qu'on ne sache pas avant et même peut-être après, qu'on ne puisse pas mesurer ce qui se joue à l'œuvre de l'œuvre qu'on écrit, c'est oui, mais ça s'appelle qu'une œuvre est toujours à venir. Et Heidegger a très souvent témoigné du fait qu'il ne savait pas trop ce qui avait pu bien se passer à travers la rédaction de Sein und Zeit. Et d'ailleurs, 8 jours avant sa mort, il disait, je veux qu'on appelle mon œuvre non pas œuvre, mais chemin. Voilà. oui, Mais est-ce que c'est la disjonction un peu, enfin, l'écart avec les médecins, c'est pas un peu ce qui l'a, comment dire, ce qui l'a distancié de Binswanger quand il a reproché à Binswanger de rester au plan empirique, alors que lui se situait au plan ontologique, et en fait, il reprochait, est-ce que c'est pas le fait que les médecins se situent au plan toujours empirique, en fait, au sens où leur objectif est toujours le soin, non, s'il n'y a pas eu de ça, Alors, la question est vaste, riche. Il faudrait reprendre les termes. La distinction de l'ontique et de l'ontologique n'est pas une opposition de région. Autrement dit, l'ontologique, il n'est pas ailleurs que l'antique, il est à même l'antique. Et je ne crois pas que Heidegger ait un souci, au contraire, où il est pleinement en souci, non pas de l'empirique au sens où on l'entend peut-être traditionnellement, mais des choses mêmes. Et c'est aux choses mêmes que se déploie la dimension ontologique. Et par conséquent, il est évident, il le dit à Medarbos, il dit, j'y connais rien et qu'il n'y ait pas eu la possibilité d'une rencontre peut-être plus riche encore de confrontation, comme on peut le faire quand on se confronte à l'œuvre d'art, pas aux œuvres d'art en général, pas à l'art, mais à l'art à l'œuvre. Eh bien, ici, la présence à l'œuvre. Oui, la présence psychiatrique, c'est une présence à l'œuvre. Et c'est précisément cette présence à l'œuvre qui interroge, qui interroge Heidegger, et avec laquelle il a peut-être, je ne sais pas si on pourrait dire peu de familiarité, mais qui en tout cas le tiennent en question. Oui. Je crois pas, je veux pas répondre sur le dialogue, c'est pas que je veux pas répondre, mais ce serait trop vaste d'engager le qu'est-ce qui a pu bien se passer avec, voilà, et d'autres l'ont plus éclairé que moi et peut-être beaucoup mieux éclairé que je ne pourrais le faire ici surtout. Et par conséquent, c'est peut-être pas là, on n'a peut-être pas le temps de bien répondre à cette question, mais je crois qu'il y a vraiment, contrairement à ce qu'on peut croire, il n'y a pas un philosophe qui s'enferme dans un purement théorétique
qui se porterait très, très, très loin des choses. Je veux dire, encore une fois, il ne faut pas rendre trop théorétique la phénoménologie, qui est d'abord une pratique, qui est d'abord un retour. Et quand on dit retour aux choses mêmes, ça veut dire allons-y, allons-y de notre présence au monde. Et si on n'y va pas de notre présence, de notre plein engagement, de notre présence au monde, mais il n'y a pas de phénoménologie. Il y a des théories, il y a des traités, peut-être beaucoup de traités phénoménologiques, mais il n'y a pas de pratique phénoménologique. Et peut-être que Heidegger a su accueillir cette opportunité, qui était celle aussi de l'amitié qu'il entretenait avec Médardos, pour lui-même aller à nouveau aux choses mêmes. Alors certes, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a bien un idiome, certes, on va dire, mais attendez, c'est du Heidegger, vous avez vu comment il parle? J'entends bien, j'entends bien. Mais c'est là où il ne faut pas se laisser avoir par l'idiome. Il faut voir aussi ce qui se retisse, ce qui se laisse défaire et ce qui se laisse retisser. Et par tissage, j'entends le textum. Au fond, Sein und Zeit, c'est une œuvre qui n'aura cessé de détisser pour retisser. Et c'est ça la pensée fidèle. Parce que c'est Pénélope qui tisse et qui redétisse à l'œuvre. C'est ça la fidélité. C'est vraiment ce jeu-là. Et je pense que il y a là un rapport fidèle aux choses. Une étreinte de monde qui n'en finit pas d'avoir à se recommencer. Mm. C'est quand même très radical parce que la science, elle est aussi fondée sur la phénoménologie, aussi sur l'observation des règles, des choses là. Et beaucoup de scientifiques n'ont pas été entendus au moment où ils découvraient, par exemple, parce que là, il y a Alors, je repose la question pour que ceux qui, au fond, la phrase de Heidegger, selon laquelle ici on doit couper court avec toute science, est-ce que cette phrase n'est pas trop radicale et dans quelle mesure les sciences, vous me dites si je déforme, hein, est-ce que les sciences ne sont pas dans une certaine forme d'attention aux choses? Et alors, et qu'il y a peut-être des sciences, ce que vous dites, c'est qu'il y a des sciences fondées, vous me dites ça, sur la phénologie. Euh, je suis pas sûr que non seulement beaucoup de sciences, ou plutôt de pratiques scientifiques, soient à ce jour fondées sur quelque chose comme de la phénologie. Je ne dis pas que ce que vous dites est faux, mais je dis simplement qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup et que ce n'est pas forcément la science qui domine. Que certains scientifiques soient extrêmement attentifs aux différents travaux de la phénologie, certes, mais être attentif aux travaux de la phénologie et la pratiquer, c'est déjà différent. Parfois, elle se dogmatise, la phénologie. Et on peut intellectuellement faire de la phénologie pour se donner quelques fondations. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est parfois un bon ravalement de façade ou de fond, mais voilà, quelque chose de ce type. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas. Voilà. Mais je crois que il faudrait, dans votre question et dans la question que pose Heidegger, s'entendre sur ce qu'on appelle science. C'est un mot, comme vous le dites, il s'agit avant tout d'une phrase radicale et dont la radicalité se veut sollicitante. Pas forcément provocante, mais peut-être un peu, mais sollicitante, c'est-à-dire ébranler nos certitudes quant à la science. C'est-à-dire, il y a un mois, j'étais dans un séminaire de jeunes internes, alors c'est juste un cas, hein. Ça ne veut rien dire, donc c'est de l'empirique, donc je ne dis pas que ça ne vaut rien, mais de la question de l'épistémologie de la science psychiatrique chez les jeunes internes. Et ce n'est pas un problème qu'ils n'ont pas appris leur leçon, c'est que la réflexion épistémologique de la psychiatrie, aujourd'hui, en formation, voilà, qu'est-ce que c'est que. Et d'ailleurs, ça brouille et la pratique et la représentation et même j'allais dire presque la vocation. Qu'est-ce qui relève du champ opératoire de la psychiatrie? Qu'est-ce qui fonde scientifiquement la pratique psychiatrique? Je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de praticiens psychiatres. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas, je ne pointe pas du doigt. C'est la question de notre rapport à la science, c'est-à-dire d'une manière générale. Excusez-moi, vous parliez, voilà, on n'a pas du tout un rapport de questionnement à l'égard de la science. Nous manquons grandement d'une formation en épistémologie, et pas simplement les scientifiques, mais nous tous. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes, d'une certaine manière, idiots, bêtes, face à la noblesse des pratiques scientifiques. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne s'agit pas d'abord de condamner éventuellement qui on est, voilà, qui il est. La science, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas la science, il y a des pratiques scientifiques. Or, nous manquons grandement d'attention et de réflexion à l'égard de ce qui rend possible que cela soit de la science, l'épistémologie.
Vous voyez, quand il dit la science, qu'est-ce qu'il entend? Heidegger n'entend nullement dire science, hop, voilà. Ça, c'est un élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que vous dites, les scientifiques, ils observent des faits. Ils observent des faits en tant qu'ils la constituent objectivement. Et la constitution de l'objectivité est le produit d'une subjectivité. Et la phénoménologie à laquelle nous invite Heidegger, c'est de sortir du corrélat sujet-objet. Et par conséquent, là où le scientifique va traiter d'un objet subjectivement constitué en tant qu'objectivité, le phénoménologue n'est plus dans la relation sujet-objet. Vous voyez ce que je veux dire? Le mouvement d'aller aux choses mêmes, c'est pas le mouvement d'une subjectivité dans la constitution d'une objectivité. En tout cas, pas chez Heidegger. Et c'est là où, à mon avis, Heidegger nous invite et invite les séminaristes à entrer en notre présence, c'est-à-dire dans cette forme de présence qui n'est pas celle d'un rapport de sujet à objet, c'est-à-dire être au monde. Et c'est là l'incontournable de la psychiatrie qu'est le Dasein. Et cet incontournable du Dasein, encore une fois, ce n'est pas un objet conceptuel, ce n'est pas un quelque chose qui nous permettrait à la va-vite, même en ayant fait une thèse sur le Dasein, de refonder quelque chose de l'ordre de. C'est la raison pour laquelle je me suis permis, et là c'est vraiment une hypothèse, quand Medard-Boss dit ligne directrice ou ligne de fond, il ne faudrait pas faire du Heidegger ou sur heideggerianiser le titre de Medard-Boss, mais j'ai évoqué l'idée que c'était une ligne à défaut de fond. Autrement dit, des lignes de fond, c'est aussi ce qui traverse. Je veux dire, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose comme un fondement, vous voyez, sur lequel on puisse, une fois pour toutes, faire reposer les choses. C'est la raison pour laquelle Socrate, le matin, alors qu'il a philosophé toute la nuit, retourne à l'école des phénomènes. Il retourne. Et c'est ça la finitude, c'est-à-dire à repriser. Et au fond, là, il y a bien des scientifiques qui seraient parfaitement d'accord pour dire que, parce qu'ils sont des pratiquants de la science, ils savent que demain matin, on retourne, on y retourne. On n'a pas établi. Ce qui ne veut pas dire que la science, c'est rien. Et vous voyez ce que je veux dire? Voilà, sa remarque n'est même pas, sa remarque, tu vois, ce n'est même pas, c'est faux. C'est pas ça. C'est que le rapport qu'on entretient aujourd'hui dans la société positiviste industrielle, le rapport qu'on entretient à la science, nous barre l'accès au phénomène. Donc, c'est même pas que les sciences disent non, non, c'est que ça nous barre. Alors, c'est même pas que ça nous barre l'accès au phénomène parce qu'il n'y a pas d'accès au phénomène, puisqu'il n'y a pas de manière immédiatement donnée d'accéder au phénomène. C'est pour ça qu'il faut y aller et que c'est immédiatement là où d'abord on est dans l'immédiateté. Et c'est pour ça que ça exige une longue préparation. C'est la raison pour laquelle tout ce que je dis ne se sera voulu que comme une longue préparation qui préparerait bientôt la future lecture des séminaires de Zurich. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que sinon, on n'y est pas prêt. Enfin, il faut s'y préparer. On recommencera demain. Matin. À demain matin. On remarque Oui. un petit séjour en psychiatrie avec des Oui, un petit séjour en psychiatrie. qui barrait la route à sa carrière. Mhm. Ah, mais ça, Ah non, non, mais c'est important. Alors, pour les problèmes cardiaques, mais oui, sa difficulté d'être, oui, oui, et c'est la raison. Absolument, c'est pas quelque chose qui, et puis de surcroît, il l'a éprouvé dans un moment où dire, le tout médecine que l'on peut connaître aujourd'hui n'était pas le même. Bien sûr que, pardon. Alors, les problèmes cardiaques, madame. problème cardiaque, donc le moment où il a refusé sa formation pour devenir jésuite, il avait 25 ans. Voilà. Donc c'est en 1912. Parce qu'il a toute une formation théologique aussi et scientifique, qu'on oublie trop souvent. Le moment où il est hospitalisé, c'est en 1946. Voilà. Oui, c'est juste, c'est dans cette période très, très délicate, pas que pour lui, d'après-guerre. Effectivement, c'est là aussi où, en son être, il y va de son être. Et c'est pour ça que cette idée que être malade, c'est toujours bien une ligne de notre présence. Et là, c'est évident. Oui, non, ça ne lui est pas, entre guillemets, étranger, mais voilà. Ah, Absolument. Mais du reste, oui, oui. Mais du reste, à qui cela pourrait-il bien être étranger, en fait? À qui cela pourrait-il
bien être étranger. C'est humain, rien qu'humain, tout humain, chaque humain. N'hésitez pas, j'ai bien conscience que c'est un texte qui est écrit, qui est dense. Et par conséquent, n'hésitez pas. Au contraire, hein, moi, je suis là pour détricoter. Hein, voilà. C'est raisonné. Voilà. Mais en tout cas, si vous aviez des questions, n'hésitez pas. Je peux vous donner mon mail ou autre. Il n'y a aucun problème. Ce serait avec grand plaisir parce que c'est à reprendre. Comme tu le dis, ce fait d'avoir toujours à reprendre est éprouvant aux différents sens du mot. Oui. Et effectivement, on peut, notamment quand on a une bactérie, avoir envie de partir, non pas parce que ça n'intéresse pas, mais parce qu'on est crevé. Bon, Absolument. c'est tout. Voilà. Absolument. Rares sont les moments où nous sommes pleinement disposés. Absolument. Bien sûr. Et il faut le reconnaître. Ça questionne le rapport à l'épreuve, à l'épreuve. Hum. Donc, finalement, une tolérance à ces éléments. Pas Une tolérance une à... tolérance individuelle, une motivation, un désir, Hum. le rapport à l'épreuve. À l'épreuve de l'organisme, enfin, c'est pas rien. Point de vue humain, Absolument. de respect. Et c'est la raison pour laquelle Heidegger, je pense par exemple à son traité Méditation, il insiste très fortement sur la manière dont ce qu'il appelle l'expérience vécue recouvre toute possibilité d'épreuve. Parce que précisément, l'articulation entre le règne du fer et l'expérience vécue nous, ça tentait ça comme ça, nous indispose, nous désensibilise à l'épreuve et pas à vouloir éprouver. C'est précisément que en fait, notre rapport à l'épreuve est déjà entravé par le recouvrement que tout ce qui est n'est qu'à devenir une expérience vécue. Ça se fait et ça deviendra une expérience vécue. C'est à prendre comme une expérience vécue. Et c'est là où il faut bien, encore une fois, revenir sur la distinction entre le vécu et ce qui se joue dans ce mot, cette parole lancée qui est Dasein, qui n'est absolument pas, qui ne se recouvre absolument pas. Voilà. Mais oui, ce rapport à l'épreuve, et d'ailleurs qu'on pense d'autant plus mal que aujourd'hui tout devient un challenge, tout, oui, il faudrait prouver, voilà, l'épreuve n'est pas la preuve. Il y a ce qui s'éprouve et ce qui se prouve. Et Aristote nous rappelait que c'était manquer de paideia, d'éducation, que de ne pas savoir ce qui se prouve et enfin, distinguer ce qui se prouve et ce qui se prouve pas, mais qui doit s'éprouver. Voilà. On est dans, pour nous, voilà. On est, pour nous, tout ce qui est ne peut relever que de la preuve, du démontrable. La même où peut-être il faut nous réouvrir à l'épreuve. L'épreuve de Voilà, absolument, absolument. Je vous remercie de votre attention. Merci en présence et à distance. Je vous remercie de vos questions également.